Pardon Mérège, mais t'as réussi à faire un top 10 film français. Film français. Des films tout pourris, hein. Des comédies, des trucs de merde qu'on nous sert à longueur de journée. Vraiment, film français, top 10, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ah oui, il faut prendre sa petite pelle, faut déterrer. Mais effectivement, il y a énormément de films français qui sont magiques, magnifiques, ultra intéressants, et je vais vous le prouver tout de suite. Salut les cinéphages, c'est Mérège, et aujourd'hui, on continue le top film 2022 avec le volume 2, le top film français. Il y a eu beaucoup de très bons films français, même s'il fallait enlever toutes les merdes qu'on nous propose et dont on nous arrose de publicité. Il y a certains films qui n'ont pas passé ma sélection, comme Rien à foutre par exemple, mais qui sont vraiment au bord du top. Et on va commencer tout de suite avec en 10e position Pacifiction de Albert Serra avec Benoît Magimel dans le rôle principal. Et le film nous transporte à Tahiti, en Polynésie française, où un haut commissaire de l'État, interprété donc par un Benoît Magimel assez magistral, va s'amuser à prendre le pouls de la population locale. Alors le film a fait grand bruit, vraiment. Il est dans plusieurs tops, plusieurs fois à la première position. Et alors j'ai lu des choses dessus assez dithyrambiques, et personnellement, non, je ne l'ai mis qu'à la 10e position, parce que je trouve qu'on en a peut-être un peu trop fait sur ce film. J'ai lu chef-d'œuvre absolu, thriller paranoïaque. Thriller paranoïaque Non, je vais reformuler à ma façon, je vais dire trip contemplatif gay. Quelque chose comme ça. Franchement, 2h45 pour raconter finalement pas grand-chose. Et d'ailleurs, quand on se penche sur la fabrication du film, on se rend compte que le réalisateur, il y allait un petit peu comme ça, à l'aveuglette. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont tout improvisé. Et ils ont filmé pendant des jours et pendant des semaines. Et ils avaient à la fin de l'opération un nombre incalculable de rushs basés principalement sur des improvisations. Donc ça, c'est quand même assez hallucinant. C'est un moyen de faire un film, je trouve, hyper couillu, hyper intéressant. Donc le réal, il a passé, je crois, presque un an à monter, à remonter, à essayer de raconter quelque chose avec tout ce qu'ils avaient filmé, en choisissant d'abord ses morceaux préférés, et puis ensuite, ils se sont amusés à composer quelque chose. Et il y a plusieurs éléments qui sont le fruit du hasard. Par exemple, un comédien qui avait 3 rôles, alors il lui a dit tiens, tu vas faire ce rôle-là, et puis ensuite tiens, tu vas faire ce rôle-là, et puis hop, tiens, celui-là aussi, et finalement ça s'est transformé en un seul rôle. Quand vous regardez le film, vous avez l'impression que c'est le même personnage, alors que c'était pas le cas à la base. Plein de petites choses comme ça. C'est vraiment intéressant de se pencher sur la fabrication. Donc pourquoi est-ce que je l'ai mis dans mon top? Déjà pour ça, parce que je trouve que c'est une façon de faire qui est rarissime, et franchement, il faut encourager ce genre de procédé. Là, c'est vraiment de l'art pour le coup, c'est vraiment très très cool. Et puis surtout parce que c'est magnifique formellement, la photographie et tout, c'est dingue. Vraiment, c'est assez captivant. Comme je vous dis, c'est un trip, c'est contemplatif, on s'en prend assez plein les mirettes. Donc déçu finalement globalement parce que ça raconte, en tout cas assez impressionné et quelque part émerveillé par la beauté plastique de l'ensemble. Donc vous pouvez y aller. Malheureusement, je pense que c'est vraiment un film à voir au cinéma. Est-ce qu'il y a un truc qui se passe? Je pense que même sur une télé, je sais pas. Je pense que les gens vont peut-être passer à côté. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on passe tout de suite à la 9e position. Et j'ai choisi Vortex de Gaspard Noé, mon réalisateur français préféré, avec en plus dans le rôle principal Dario Argento, qui lui fait partie de mes 10 réalisateurs préférés all time. Ça fait plaisir de le voir jouer la comédie. Il a refusé le rôle au départ, il voulait pas. Puis finalement, il s'est laissé convaincre. Donc c'est un film sur la vieillesse. On va suivre un couple, qui va dépérir. Je vous en dis pas beaucoup plus. Et donc c'est très austère.
c'est assez glauque. Il y a vraiment une ambiance, un petit peu comme d'habitude chez Gaspard, mais là avec peut-être moins de, on va dire de formalisme. C'est quelque chose de plus intime. Il n'y a pas de mouvement de caméra incroyable, etc. Vraiment, il a essayé de faire quelque chose à hauteur d'homme, de plus humain. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. J'ai trouvé que c'était très très prenant. Il y a des scènes vraiment très émouvantes, mais globalement, et c'est pour ça que je ne l'ai mis qu'à la 9e position, j'ai trouvé que ça patinait un tout petit peu. C'était un petit peu répétitif. Il me manquait peut-être la flamboyance visuelle de Gaspard Noé d'habitude. Et puis, au niveau de l'émotion, vraiment de ce qu'on ressent, même s'il y a des scènes très fortes, globalement, je trouve que ça passe un tout petit peu au-dessus. Donc voilà, j'étais légèrement déçu, mais c'est quand même un film qui m'a marqué. Voilà, j'y ai repensé, etc. Donc je dirais pas qu'il m'a hanté, mais qui m'a accompagné tout au long de l'année 2022. Donc j'ai décidé de le mettre dans mon top. Je fais ce que je veux, et je vous encourage à le découvrir. Et on passe tout de suite à la 8e position. Et j'ai choisi le film franco-espagnol As Bestas de Rodrigo Sorogoyen, avec dans les rôles principaux Denis Ménochet et Marina Foïs. Alors, c'est un film clairement qui s'inspire des Chiens de paille de Sam Peckinpah, avec, pour moi, désolé, mais le génie en moins. C'est pareil, c'est un film qui fait énormément de bruit, que les gens ont adoré. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, mais en ressortant de la salle, j'étais quand même assez déçu. Pourtant, j'y ai repensé. Ça m'a travaillé. Le film alors lui, il m'a un peu hanté quand même, finalement. Voilà, et c'est vrai que je l'ai mis dans mon top au final parce que ça m'a imprégné. Je me souviens vraiment quasiment de tous les plans, de comment il est construit, etc. En plus, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un réalisateur qui laisse ses acteurs s'exprimer. Et c'est assez rare. C'est des plans séquences qui peuvent durer quasiment 10 minutes avec énormément de plans fixes. Et là, vraiment, on a les acteurs qui sortent des prestations assez intenses, mais malheureusement, c'est un peu en dents de scie. C'est-à-dire que Marina Foïs, parfois elle est géniale, et parfois, là, toute la partie avec sa fille et tout, c'est un petit peu douloureux, les dialogues. On a l'impression d'avoir la moitié un film espagnol, vraiment méchant, qui va vous mordre à la jugulaire, quoi. Et puis, hop, on passe dans un film français, un petit peu, où ça se casse un petit peu la gueule. Donc ça raconte en gros l'histoire d'un couple de Français qui va s'installer en Galice. Et ils sont un petit peu bobos, écolos, etc. Ils plantent des légumes, ils retapent des maisons, ils refusent de signer une convention parce qu'il y a des éoliennes. Et bon, les gens qui sont là, ils sont là depuis des millénaires, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Et donc ça va très très sévèrement partir en vrillette, et même plus que ça. Je vous en dis pas plus. Donc c'est un film assez âpre, violent, avec une très belle photographie, de très bons comédiens. Dommage que le 3e acte, pour moi, parte en cacahuète. Mais oui, je vous le conseille. Donc jetez-vous dessus quand il sera disponible. Et on passe tout de suite à la 7e position. Et j'ai choisi Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux, avec Alain Chabat, Léa Drucker et Benoît Magimel dans les rôles principaux. Un véritable film de genre. Un film avec des voyages dans le temps. Je vous en dis pas plus. Enfin, je pourrais, mais je préfère vous laisser la surprise si vous n'avez pas vu le film. Et franchement, c'est énorme. Alors j'ai vu le film plusieurs fois. C'est très court, je crois que c'est 1h15, 1h20, quelque chose comme ça. Les acteurs sont parfaits. C'est comme d'habitude chez Quentin Dupieux, c'est pas la meilleure photographie de l'univers, c'est pas des plans de caméra incroyables, mais il y a toujours un high concept, et surtout il y a toujours des comédiens un petit peu improbables, comme ça ils mixent un peu des comédiens français, on n'a pas l'habitude de les voir ensemble, et ça fait plaisir. Les dialogues sont au cordeau. Magimel, il fait très très peu de comédie, franchement c'est assez rare, et là, le voir comme ça, mais franchement, j'étais conquis, il est génial, il vole vraiment la vedette aux autres, je l'ai trouvé mais juste phénoménal, beaucoup plus que dans Pacifiction par exemple, où il est très bon, mais là vraiment, je trouve qu'il est mais
incroyable, un de ses meilleurs rôles. J'étais mort de rire. Et c'est pas souvent que je rigole, hein, si vous suivez la chaîne. Donc ouais, un film de genre, fantastique, qui est drôle, qui est sans aucune fausse note. Franchement. Alors, petite anecdote rigolote pour tous mes détracteurs, car oui, j'avais critiqué un film de Quentin Dupieux qui n'était pas encore sorti en plein confinement, et je m'étais pris une volée de bois vert. Quentin Dupieux lui-même m'avait répondu. Il avait sorti le petit hashtag, et c'est devenu une sorte de vanne redondante qu'on me balance à la tronche. Juste supprime. Et ben là, on s'est parlé. Et donc, il a fait le petit hashtag juste laisse en ligne, parce qu'il était content de la critique. Donc voilà, je trouve ça amusant. Et on passe tout de suite à la 6e position. Et j'ai choisi Notre-Dame brûle, qui signe le grand retour de Jean-Jacques Hano, un des réalisateurs français les plus emblématiques, et qui revient sur les événements du 15 avril 2019, lorsque la cathédrale de Notre-Dame est partie en flammes. Alors là, c'est tout le pays qui était à feu et à sang. Hein. Mon Dieu, que se passe-t-il? Alors un film assez rigolo, puisque l'antagoniste principal, c'est Anne Hidalgo. C'est vraiment le film où vous voyez que c'est mais trop la merde. C'est hallucinant. Alors c'est un vrai film de genre, hein. Un film catastrophe, et en même temps un film où on a envie de se taper la tête comme les pompiers, qui n'arrivent pas à avancer à cause du trafic, etc. C'est à la fois terrifiant, à la fois très drôle, à la fois captivant. C'est vraiment un film catastrophe. On n'a jamais de film comme ça en France, qui est en plus confectionné de façon très maligne, parce qu'il réutilise des images d'archives, et puis en même temps il recrée les choses. Donc on a vraiment l'impression d'y être. On a vraiment l'impression que c'est réel. Il y a même Macron qui fait une apparition, il y a Anne Hidalgo, elle qui joue carrément son propre rôle, etc. Donc il y a un petit flou artistique entre la fiction et la réalité. Et franchement, c'est hyper prenant. Enfin vraiment, ça raconte pas. Le scénario est pas exceptionnel, c'est pas incroyable, mais on passe un moment assez intense. On est vraiment avec eux, on est vraiment en immersion. Tout le côté pyrotechnique, c'est vrai que ça fait un petit peu penser au backdraft français, quoi. Et vraiment, mais excellemment bien fait, et les acteurs sont tous au cordeau. Donc je vous recommande vraiment de vous jeter sur ce film. Il est disponible en Blu-ray 4K, et si vous l'avez pas vu, si vous pensez que vous allez vous prendre une petite banane, comme la série qu'ils ont fait sur Netflix, alors elle qui est complètement à la ramasse, détrompez-vous, c'est vraiment un excellent film. Et ça fait plaisir de revoir Jean-Jacques Hano back in business. C'est vrai que depuis quelques années, ces films étaient pas forcément très très fameux. Donc ouais, ça m'a beaucoup plu, et quand je l'ai revu, encore plus. Donc je vous le conseille vraiment, et on passe tout de suite à la 5e position. Et j'ai choisi Enquête sur un scandale d'État de Thierry de Peretti, avec dans les rôles principaux Roche Dizem et Pio Marmaille, également Vincent Lindon. Nous sommes en octobre 2015, la police saisit 7 tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale, et là, un infiltré, un agent secret, Hubert Antoine, contacte un journaliste de Libération, c'est une histoire vraie, et en gros il lui dit que le gouvernement est impliqué. Voilà le scandale d'État, c'est passionnant. Alors en plus quand on sait que c'est vrai, c'est assez hallucinant. C'est vraiment tous les rouages, toutes les magouilles, tous les non-dits, toute la langue de bois des politiques, et en même temps, c'est le personnage de Pio Marmaille qui est là, ce journaliste qui enquête en profondeur, qui va vraiment se plonger dedans, qui va limite devenir un petit peu taré avec cette affaire, enfin vraiment. Et plus il découvre des choses, plus les preuves s'envolent, plus on lui dit non mais arrête d'enquêter sur ça, non mais t'es complètement fou, si ça se trouve ton indique il est complètement taré, etc. Il te raconte de la merde depuis le début, et donc on a ce petit plaisir de spectateur, où c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que le Hubert en question, est-ce que l'informateur, il serait pas un tout petit peu mytho? Est-ce qu'il se raconte des trucs assez hallucinants? Il a travaillé pour la CIA, etc. Enfin bon, c'est assez marrant. Et du coup, on se met à douter en même temps que le personnage principal, et en même temps les preuves arrivent, etc. Enfin, c'est un sac de nœuds. C'est extrêmement bien réalisé. C'est pas forcément pour tout le monde, parce que, on va dire, le
Le rythme est un petit peu lent, voilà, et donc bon, c'est pas un film d'action, hein, voilà, faut être concentré, suivre un petit peu ce qui se passe. Mais alors, là où j'ai trouvé la chose incroyable, c'est sur la direction d'acteur. D'ailleurs, big up à Alexis Maninti, hein, qui joue à l'intérieur, qui m'en a parlé. Ils ont vraiment une technique de travail très très particulière. On a l'impression que ce sont tous des journalistes. Alors il a mélangé des acteurs, des vrais journalistes, etc. On est souvent dans les locaux de Libération, on voit voilà les débats entre eux, c'est assez passionnant et c'est mais bluffant. Très souvent, hein, quand je regarde un film français, je me dis putain ça joue pas bien, on sent que c'est écrit, etc. Là, c'est le contraire. Tout semble mais complètement réel, c'est palpable, c'est magnifique. Donc ouais, c'est un film qui m'a mis une vraie tarte et je vous le conseille chaudement. Enquête sur un scandale d'État, c'est franchement une tuerie. Et on passe tout de suite à la 4e position. Et j'ai choisi La Nuit du 12 de Dominique Moll avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners dans les rôles principaux. Dominique Moll, hein, qui a fait Lemming par exemple, ou Harry, un ami qui vous veut du bien. À chaque fois qu'il sort un film, c'est vraiment excellent. Un directeur d'acteurs hors pair. Donc là, on va s'inspirer d'un bouquin. En gros, une journaliste qui avait passé des mois dans la PJ avec plein d'enquêtes non résolues. Et en gros, ils en ont adapté une. Donc on le sait dès le départ, hein, on ne retrouvera pas le coupable. Le coupable donc d'un féminicide ignoble. En gros, une jeune nana qu'on va faire flamber en gros plan. Enfin, on voit tout, c'est terrifiant. Donc une sorte de symbole comme ça, de très à la mode, hein, voilà, de la femme, voilà, qui part en flamme. Et toute l'enquête va se résumer à une sorte de main qu'on plongerait comme ça dans un gouffre sans fond. Et finalement, on va s'intéresser quelque part aux dommages collatéraux de l'affaire. Et finalement, c'est un petit peu pareil que dans Enquête sur un scandale d'État, hein, les policiers vont vraiment finir hantés par cette affaire. Le héros principal qui, en plus, il y a de la narration visuelle très intéressante, et il tourne en rond comme ça sur son vélo, et on a l'impression vraiment qu'il fait du surplace. Il va de plus en plus devenir cinglé, c'est poignant. Les acteurs sont excellents. La réalisation, elle est un petit peu à la Verhoeven, comme ça, c'est-à-dire qu'on va vraiment bouger la caméra uniquement quand les acteurs se déplacent. C'est très intéressant. Donc c'est une façon de s'effacer devant le sujet qui est, j'ai envie de dire, incandescent. C'est le cas de le dire. Et vraiment, j'ai pris une tarte. Tout est mortel. Au niveau de la représentation de la police, du réalisme, ça fait vraiment penser à L627 de Bertrand Tavernier, hein, qui pour moi est le meilleur film sur la police. Donc c'est un véritable petit chef-d'œuvre, là pour le coup. Si je devais peut-être donner un petit défaut, je dirais que parfois, les dialogues, même s'ils sont très très bons, hein, j'ai adoré, mais ils sont peut-être un tout petit peu surexplicatifs. On aurait pu couper certaines répliques, etc. Mais franchement, je chipote, c'est magnifique. Il est sorti en Blu-ray, hein, jetez-vous dessus. Et on passe tout de suite à la 3e position. Et j'ai choisi Athéna de Romain Gavras, écrit par Romain Gavras et Lajli, auteur des Misérables. Et alors là, je ne vais pas me faire que des amis, car oui, ce film a des défauts, c'est clair, et le principal, c'est son scénario. C'est-à-dire que, effectivement, on aurait pu mieux faire. Je dis pas le contraire. La fin, également, je ne vous spoile rien, mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu gros, hein, c'est un petit peu les gros sabots, c'est pas un film très subtil au niveau de l'écriture. C'est clair. Mais tout de même, waouh, le tour de force, les plans séquences, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y a celui d'ouverture qui est complètement hallucinant, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est de la maestria. C'est-à-dire pour mettre en place un truc comme ça, avec toute la foule, toute la cité, les flics qu'il a dû gérer, etc. Les cocktails Molotov, etc. Mais c'est juste une dinguerie. Je l'ai revu là, j'étais estomaqué. Des heures et des heures et des jours de répétition. Mais on ne voit jamais ça dans le cinéma français. Formellement, c'est le film français qui m'a mis le plus une claque cette année.
et même j'ai envie de vous dire au niveau du cinéma mondial, hein. C'est un véritable tour de force. C'est une dinguerie. Donc Romain, bravo, franchement, moi je le mets direct dans mon top, hein. J'ai adoré. Alors oui, certains acteurs sont un peu mal dirigés, voilà, ils sont quelque part caricaturaux, voilà, ça grince un petit peu, c'est vrai qu'il y a beaucoup à redire, mais vous me connaissez, hein, moi ce qui compte c'est la forme. Alors là, je me suis fait atomiser. On en parle dans les commentaires, d'ailleurs ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous en avez pensé avec le recul? Filmé en IMAX, alors que c'est même pas sorti au cinéma en France. Ça c'est quand même vraiment pénible. J'espère qu'il y aura des projos, un de ces quatre, parce que j'aimerais vraiment le découvrir en salle. Bon, et ben voilà, hein, on passe tout de suite à la seconde position. Et j'ai choisi Bowling Saturn, réalisé et écrit par Patricia Mazui. Et waouh, mais cette claque, mais la vache. Alors, c'est encore un film de genre, vous me connaissez, j'adore ça. Un film de genre français, c'est franco-belge. Mais putain, mais la claque, quelle atmosphère. Putain, mais quelle photographie. Ça raconte en gros l'histoire d'un flic qui va aider son frère qui est un petit peu dans la pampa et un petit peu foufou dans sa tête. Il s'entendait pas du tout avec son père, leur père, donc ils sont demi-frères. Ce dernier meurt et en gros il lègue un bowling à la famille et en gros le policier va le voir hein, et puis il lui dit écoute, récupère le bowling, voilà, deviens le gérant, essaye de reprendre ta vie en main, etc. Et parallèlement à ça, il enquête sur un serial killer qui laisse des cadavres. Alors le film est d'une rare violence, je vous préviens, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il y a une scène en particulier, donc je vais le dire, une scène de viol. Alors, vous n'êtes pas prêts. Hein. Franchement, depuis Irréversible, on n'avait pas eu ça. Et encore, Irréversible, c'est de loin quand même. Hein. C'est pas frontal à 100%. Là, c'est pénible. Hein. Ah, le truc est vraiment très dur à regarder. Et puis même globalement, les personnages, la psychologie, la noirceur de l'ensemble, c'est assez estomacant. Et vraiment, je vous dis, ce qui m'a marqué, c'est l'atmosphère générale, la musique, la photo, les cadres. C'est une dinguerie. Donc peut-être que la toute fin grince un petit peu. Allez, si je veux chipoter, tout n'est pas parfait. Hein, c'est dommage. On aurait pu mieux faire. Mais globalement, on voit tellement, mais jamais ça dans le cinéma français. Ça fait ultra plaisir, je vous le conseille chaudement. Et d'ailleurs, c'est disponible en VOD, je crois sur Orange, 4,99 €. Jetez-vous dessus, c'est une dinguerie. Et on passe tout de suite à la première position. Et j'ai choisi Les 5 Diables de Léa Misus, dont c'est le deuxième long métrage, avec Adèle Exarchopoulos dans le rôle principal. Et alors là, les petits amis, encore un film de genre, encore... Des voyages dans le temps, je vous en dis pas plus, et d'une façon très originale, un film ultra poignant, un film ultra bien réalisé, avec une photo mais magnifique, très sombre, il y a des contrastes, le clair-obscur est génial, une musique complètement hypnotique, des comédiens au taquet, et alors en plus, je vous raconte pas l'histoire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais on va dire que c'est l'histoire d'une petite fille qui va apprendre à pardonner ses parents, à les comprendre. C'est franchement sublime. Vraiment, je m'en suis parmi. Je l'ai vu avec David de Film Talker. On s'est quand même fait assez atomiser. J'ai l'impression que le film est passé un petit peu inaperçu. Donc vraiment, je vous encourage à le découvrir, à vous jeter dessus. C'est magnifique. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est difficile, d'en parler sans spoiler, mais en tout cas voilà, tout est parfait, le cadre en plus est idylique et tout, les plans de caméra, le montage, tout est génial. Donc ouais, il fallait que je le mette en première position, j'avais pas le choix, c'est vraiment mon film préféré de l'année. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de ce top film français. Et puis comme je vous disais, il y en a qui sont pas dedans, mais ça veut pas dire pour autant que je les ai pas aimés. Bref, likez cette vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la sinon.
ils ont des boîtes commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!